Chapitre 10. Autodiscipline. Comment doit-on se préparer afin d'être capable, à tout moment, d'avancer vers un but déterminé? Chacun doit obtenir la maîtrise de soi. La personne qui n'est pas maître d'elle-même ne pourra jamais en diriger d'autres. Un manque de maîtrise de soi est, en lui seul, la forme d'indétermination la plus destructive. Par où devrait démarrer celui qui souhaite commencer à se contrôler? En maîtrisant les 3 appétits majoritairement responsables du manque d'autodiscipline. Ces 3 appétits sont le désir de nourriture, le désir sexuel, le désir d'exprimer des opinions vaguement organisées. L'homme a-t-il d'autres appétits qui requièrent un contrôle? Oui, beaucoup d'autres, mais ces 3-là sont ceux qui devraient être conquis en premier. Quand un homme devient maître de ces 3 appétits, il a développé suffisamment de discipline personnelle pour conquérir facilement ceux de moins d'importance. Mais ce sont des appétits naturels. Ils doivent être satisfaits pour que chacun soit heureux et en bonne santé. Ce sont bien sûr des appétits naturels, mais ils comportent aussi des dangers parce que les gens qui ne se sont pas maîtrisés eux-mêmes les suralimentent. La maîtrise de soi envisage un contrôle suffisant sur ces appétits afin de permettre à chacun de les nourrir à la mesure de ses besoins et de refuser toute nourriture inutile. Votre point de vue est à la fois intéressant et éducatif. Décrivez les détails qui me permettront de comprendre comment les gens suralimentent ces appétits. Prenez par exemple le désir de nourriture physique. La majorité des gens sont si faibles en termes d'autodiscipline qu'ils remplissent leur estomac d'une combinaison de nourriture riche qui satisfait leurs papilles, mais surcharge les organes de digestion et d'élimination. Ils versent dans leur estomac tant de quantité et de variétés d'aliments que la chimie corporelle ne peut évacuer cette nourriture qu'en la convertissant en poison d'une toxicité mortelle. Ces poisons obstruent et font stagner le système d'évacuation du corps humain au point de ralentir l'élimination des déchets. Au bout d'un moment, le système s'arrête complètement de fonctionner et la victime rencontre ce qui s'appelle communément la constipation. À partir de là, il est prêt pour l'hôpital. L'auto-intoxication ou l'empoisonnement du système digestif envahit les rouages du cerveau et les réduit à ce qui ressemble à un simple tas de glaise. La victime devient alors léthargique dans ses mouvements physiques et mentalement irritable, voire désagréable. Si elle pouvait seulement jeter un coup d'œil et sentir l'odeur nauséabonde de son système digestif, elle serait honteuse au point d'avoir du mal à se regarder en face. Les égouts des villes ne sont pas les endroits les plus agréables quand ils débordent ou sont bouchés, mais ils sont propres et nets comparés aux systèmes digestifs qui ont été surchargés et obstrués. L'histoire n'est pas jolie au regard de l'activité plaisante et nécessaire qui réside dans l'acte de manger, mais elle n'est pas à négliger, car la suralimentation couplée à une mauvaise association des aliments engendre les maux qui mènent à l'auto-intoxication. Les gens qui mangent sagement et entretiennent bien leur système digestif sont un handicap pour moi, parce qu'un bon système digestif signifie généralement une bonne santé et un cerveau qui fonctionne proprement. Imaginez, si votre imagination peut aller aussi loin, comment chaque être humain pourrait avancer avec un but déterminé, alors que son système digestif est rempli de tant de poisons, qu'il pourrait tuer des centaines de personnes si ces toxiques leur étaient injectés directement dans le sang. Et tous ces soucis sont le résultat d'un manque de contrôle sur son alimentation? Eh bien, si vous souhaitez absolument être juste, vous devriez dire qu'une alimentation inappropriée est responsable de la majorité des maladies du corps et pratiquement de tous les maux de tête. Si vous en voulez une preuve, sélectionnez 100 personnes qui souffrent de maux de tête et faites à chacune un nettoyage profond de son système digestif avec un lavement conséquent. Vous observerez alors que pas moins de 95% des maux de tête disparaîtront en quelques minutes une fois que leur système digestif aura été nettoyé. D'après ce que vous dites sur le transit intestinal, j'ai l'impression que la maîtrise de l'appétit physique signifie aussi la maîtrise de l'habitude de prendre soin de la propreté des intestins. Oui, c'est vrai.
il est aussi important d'éliminer les déchets et les portions inutilisées de nourriture que de choisir de bonnes combinaisons alimentaires, et ce, dans les quantités adéquates. Je n'avais jamais pensé que l'auto-intoxication pouvait être un de vos moyens de contrôle sur les gens. Et je suis d'autant plus choqué de savoir combien de gens sont victimes de cet ennemi sournois. Écoutons à présent ce que vous avez à dire des deux autres appétits. Eh bien, prenez le désir sexuel. Voilà une force avec laquelle je maîtrise les faibles comme les forts, les vieux et les jeunes, les ignorants comme les sages. En fait, je maîtrise tous ceux qui négligent de maîtriser leur sexualité. Comment peut-on maîtriser l'émotion sexuelle ? Par le simple processus de transmuter cette émotion en toutes sortes d'activités autres que la copulation. Le sexe est l'une des plus grandes de toutes les forces qui motivent les êtres humains. De ce fait, c'est aussi l'une des forces les plus dangereuses. Si les humains contrôlaient leurs désirs sexuels et les transmutaient en une force motrice, leur permettant de mener à bien leur occupation, ne serait-ce que la moitié du temps où ils dissipent cette énergie à étancher leur soif de sexe, ils ne connaîtraient jamais la pauvreté. Oui, quand le sexe n'est pas définitivement sous contrôle. Dois-je comprendre que vous insinuez qu'il existe une relation entre le sexe et la pauvreté ? Oui, quand le sexe n'est pas définitivement sous contrôle. Si on lui laisse suivre son cours naturel, il mènera très vite quiconque à l'habitude de dériver. Y a-t-il une relation entre le sexe et le leadership ? Oui, tous les grands leaders de tous les milieux sont hautement sexualisés, mais ils suivent l'habitude de contrôler leurs désirs sexuels, les changeant alors en force motrice au profit de leur activité. L'habitude d'abuser du sexe est-elle aussi dangereuse que l'habitude de prendre des drogues ou de l'alcool ? Il n'y a aucune différence entre ces habitudes. Les deux mènent au contrôle hypnotique par l'habitude de dériver. Pourquoi le monde entier considère le sexe comme quelque chose de vulgaire ? À cause de l'abus vulgaire que les gens ont fait de cette émotion. Ce n'est pas le sexe qui est vulgaire, c'est l'individu qui néglige ou refuse de le contrôler et le guider. Voulez-vous dire, par votre déclaration, que personne ne devrait abuser du désir sexuel ? Non, je veux dire que le sexe, comme toutes les autres forces disponibles pour l'homme, devrait être compris, maîtrisé et utilisé au service des hommes. Le désir sexuel est aussi naturel que le désir de nourriture. Ce désir ne peut pas plus être éteint que le flot d'une rivière ne peut être complètement arrêté. Si le mode d'expression naturel de l'émotion sexuelle est coupé, il éclatera d'une autre manière encore moins désirable, tout comme le ferait une rivière qui, si elle a été endiguée, débordera du barrage en cas d'orage. La personne qui a acquis cette autodiscipline comprend l'émotion sexuelle, la respecte et apprend à la contrôler et à la transmuter pour des activités constructives. Quels sont les dégâts possibles lorsque l'on abuse de la sexualité ? Le plus grand des dégâts est de vider et de gaspiller la source de la plus grande force motrice de l'homme, l'énergie créative, sans aucune compensation adéquate. Il dissipe l'énergie nécessaire par nature pour maintenir sa santé physique. Le sexe est la plus utile des forces thérapeutiques. Il épuise l'énergie magnétique qui est la source d'une personnalité attirante et plaisante. Il retire l'étincelle qui brille dans les yeux et place des discordances dans le son de la voix. Il détruit l'enthousiasme, soumet l'ambition et mène inévitablement à l'habitude de dériver sur tous les sujets. Je voudrais que vous répondiez à ma question d'une autre manière, en me disant quelle fin avantageuse l'émotion sexuelle peut apporter à celui qui la maîtrise et la transmute. Le sexe contrôlé alimente la force magnétique qui attire les gens les uns vers les autres. C'est le facteur le plus important d'une personnalité plaisante. Il donne de la qualité au son de la voix et permet à quiconque de transmettre par sa voix tous les sentiments qu'il désire. Il est incomparable pour donner la motivation de réaliser ses désirs. Il garde le système nerveux plein de l'énergie nécessaire pour entretenir le corps. Il affûte l'imagination et permet à chacun de créer des idées utiles. Il donne à chacun de la rapidité et de la détermination aux mouvements physiques et mentaux. Il donne de la persistance et de la persévérance à celui qui poursuit le but majeur. C'est un excellent antidote contre toutes les peurs. Il immunise chacun contre le découragement. Il aide à maîtriser la paresse et la procrastination.
Il donne à chacun l'endurance physique et mentale nécessaire pour traverser toute forme d'opposition ou de défaite. Il donne la combativité nécessaire pour se défendre en toutes circonstances. En bref, il crée les gagnants et non des perdants. Est-ce là la liste de tous les avantages que vous déclarez reliés au contrôle de l'énergie sexuelle? Non, ce sont juste quelques-uns des bienfaits les plus importants qu'il apporte. Peut-être certains croiront que la plus grande de toutes les vertus du sexe est que c'est la méthode que la nature a choisie pour perpétuer l'espèce. Ce détail à lui seul devrait éteindre toute pensée qui considère le sexe comme vulgaire. J'en déduis de ce que vous dites que l'émotion sexuelle est une vertu, pas un tort. C'est une vertu quand elle est contrôlée et dirigée en vue d'obtenir les fins désirées. C'est un tort de la négliger et de lui permettre de mener à la luxure. Pourquoi ces vérités ne sont-elles pas enseignées aux enfants par leurs parents, comme par les écoles publiques? Cette négligence est due à l'ignorance de la vraie nature du sexe. Il est tout aussi nécessaire pour se maintenir en bonne santé de comprendre et d'utiliser proprement l'émotion sexuelle comme de maintenir un bon fonctionnement du système digestif. Ces deux sujets devraient être enseignés dans toute école publique et dans toute maison où se trouvent des enfants. La majorité des parents n'aurait-elle pas besoin d'être instruite sur les fonctions propres et l'usage du sexe avant qu'ils ne puissent intelligemment éduquer leurs enfants? Oui, et de même les professeurs des écoles publiques en auraient bien besoin aussi. Sur une échelle d'importance, où placeriez-vous la nécessité d'avoir une connaissance précise sur le sujet de la sexualité? Elle se trouve presque au sommet de la liste. Il n'y a qu'une seule chose qui est plus importante pour les êtres humains. C'est de penser avec précision. Dois-je comprendre que la connaissance des fonctions véritables du sexe et la capacité de penser avec précision sont les deux choses qui aient la plus grande importance pour le genre humain? C'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Penser avec précision vient en premier, parce que c'est là où se trouve la solution à tous les problèmes de l'homme. La réponse à toutes ses prières, la source de l'opulence et de toutes les possessions matérielles. Penser avec précision peut être renforcée par une émotion sexuelle proprement contrôlée et dirigée, car l'émotion sexuelle est en fait la même énergie que celle avec laquelle chacun pense. Elle commence avec ceux qui désirent suffisamment d'autodétermination pour en payer le prix. Personne ne peut être entièrement libre, spirituellement, mentalement, physiquement et économiquement, sans apprendre l'art de la pensée précise. Personne ne peut apprendre à penser avec précision sans inclure, comme une partie des connaissances requises, l'information concernant le contrôle de l'émotion sexuelle par sa transmutation. Beaucoup de gens seront bien surpris d'apprendre qu'il existe une relation aussi intime entre le processus de pensée et l'émotion sexuelle. Parlez-nous maintenant du troisième appétit et voyons quel est son rapport avec l'autodiscipline. L'habitude d'exprimer des opinions vaguement organisées est une des habitudes les plus destructives. Son pouvoir destructeur réside dans sa tendance à influencer les gens à émettre des suppositions au lieu de partir en quête de faits, quand ils forment leurs opinions, créent des idées ou mettent des plans au point. Cette habitude développe un esprit comparable à un morceau de gruyère. Celui qui souffre de cette habitude n'arrête pas de sauter d'une pensée à une autre sans jamais compléter quoi que ce soit. Et bien sûr, la négligence dans l'expression d'opinion amène à l'habitude de dériver. À partir de là, il ne reste qu'un pas avant d'être piégé par la loi du rythme hypnotique, qui interdit automatiquement tout processus de pensée précis. Quels autres désavantages existent-ils dans la libre expression des opinions? La personne qui parle trop informe son entourage de ses buts et de ses plans, donnant aux autres l'opportunité de profiter de ses idées. Les hommes sages gardent leurs plans pour eux et se réfrènent d'exprimer spontanément leur opinion. Cela leur évite que les autres s'approprient leurs idées et rend difficile toute interférence dans leurs plans. Pourquoi autant de gens abusent-ils de l'habitude d'exprimer spontanément leurs opinions? Cette habitude est un des moyens d'exprimer l'égotisme et la vanité. Le désir de l'expression de soi est inné chez les gens. La motivation derrière cette habitude est d'attirer l'attention des autres et de les impressionner favorablement. En fait, cela produit exactement l'effet inverse.
Quand l'orateur autoproclamé attire l'attention sur lui, elle est bien souvent défavorable. Quels sont les autres désavantages de cette habitude? La personne qui se contente de parler rarement possède l'opportunité d'apprendre en écoutant les autres. Mais n'est-il pas vrai qu'un orateur magnétique se place lui-même sur la route des opportunités pour en tirer le meilleur profit, attirant alors l'attention des autres par la puissance de son éloquence? Oui, un orateur magnétique possède un atout formidable grâce à son habileté à impressionner les gens par son discours. Mais il ne peut faire usage de cet atout s'il impose son discours aux autres sans leur invitation. Il n'y a pas une seule qualité qui ajoute plus à la personnalité de quiconque que la faculté de parler avec émotion, force et conviction, mais l'orateur ne doit pas imposer son discours aux autres sans y être invité. Il existe un vieux dicton qui dit que rien n'a plus de valeur que son coup véritable. Cela s'applique aussi bien à la libre expression spontanée d'opinions non demandées qu'aux biens matériels. Qu'en est-il de ceux qui expriment spontanément leurs opinions par écrit? Souffrent-ils aussi d'un manque d'autodiscipline? L'une des créatures les plus nuisibles sur Terre est la personne qui envoie des lettres spontanées à des personnes importantes. Les hommes des administrations de l'État, les stars du cinéma, les hommes et les femmes qui ont réussi dans les affaires, ou écrit un best-seller et les gens dont les noms apparaissent souvent dans les journaux, sont constamment assiégés par une foule de gens qui leur écrivent des lettres pour exprimer leur opinion sur tous les sujets. Mais l'écriture des lettres spontanées reste un moyen inoffensif de trouver le plaisir par l'expression de soi, n'est-ce pas? Quels sont les dommages qui frappent celui qui en a fait son habitude? Les habitudes sont contagieuses. Chaque habitude attire un troupeau de ses semblables. L'habitude de faire quoi que ce soit d'inutile amène à la formation d'autres habitudes tout autant inutiles et, plus précisément, l'habitude de dériver. Mais nous n'en avons pas fini avec les dangers associés à l'habitude d'abuser de l'expression spontanée des opinions. Cette habitude crée des ennemis et met entre leurs mains de dangereuses armes qui peuvent faire de gros dégâts à celui qui en abuse. Les voleurs, les escrocs et les racketteurs paient cher pour obtenir les noms et adresses des auteurs de ce genre de lettres. Leur connaissance de ces auteurs positionne ces derniers en victimes faciles de toutes sortes de complots qui aboutissent à la perte de leur argent. Ils font référence aux auteurs de telles lettres comme étant des cinglés. Si vous souhaitez juger de la stupidité des gens qui écrivent ces lettres spontanées, lisez donc la colonne des cinglés de n'importe quel journal, la colonne dans laquelle le journal publie les opinions spontanées de ses lecteurs. Et vous verrez par vous-même comment les auteurs de telles lettres contrarient les gens et invitent l'opposition des autres. Je n'avais aucune idée, Votre Majesté, que les gens pouvaient s'attirer de telles difficultés par l'expression spontanée de leurs opinions. Mais maintenant que vous avez amené ce sujet, je me rappelle avoir écrit à l'éditeur d'un grand magazine une lettre spontanée de critique qui m'a valu une importante position dans son personnel avec un bon salaire. C'est un exemple parfait. Le meilleur endroit pour commencer avec la discipline de soi est juste là où vous vous tenez. Le meilleur moyen pour débuter est de reconnaître la vérité qu'il n'y a rien qui ne soit bon ou mal parmi les myriades d'univers excepté le pouvoir de la loi naturelle. Il n'y a aucune personnalité individuelle nulle part dans les myriades d'univers qui ne possèdent l'ombre du pouvoir d'influencer un être humain, à part la nature et les êtres humains eux-mêmes. Il n'y a aucun être humain vivant aujourd'hui, aucun être qui n'ait jamais vécu et aucun être qui ne vivra jamais avec le droit ou le pouvoir de priver un autre être humain du privilège inné de la pensée libre et indépendante. Ce privilège est le seul sur lequel tout être humain peut avoir un contrôle absolu. Aucun humain adulte ne perd ce droit à la liberté de penser, mais la plupart des humains perdent les avantages de ce privilège, soit par négligence, soit parce qu'il leur a été enlevé par leurs parents ou leur éducateur religieux avant qu'ils n'aient atteint l'âge pour le comprendre. Ce sont des vérités qui parlent d'elles-mêmes, pas moins importantes que ce soit le diable qui les pointe du doigt ou mon opposition qui vous en fasse prendre conscience. Mais sur quoi les gens vont-ils s'appuyer dans les heures d'urgence quand ils ne savent pas qui appeler ni où aller? Laissons-les s'appuyer sur la seule source de puissance fiable disponible à tout être humain.
et qui est eux-mêmes, le pouvoir de leur propre pensée, le seul pouvoir qu'ils peuvent en contrôler et sur lequel ils puissent compter, le seul pouvoir qui ne peut être perverti, coloré, modifié et falsifié par d'autres êtres humains malhonnêtes qui peuvent être leurs congénères. Tout ce que vous dites semble logique. Mais pourquoi dois-je aller vers le diable pour découvrir des vérités si profondes? Retournons aux 7 principes. Vous avez déjà révélé suffisamment d'informations pour montrer clairement que le secret révélant comment briser le pouvoir du rythme hypnotique est enveloppé parmi les 7 principes. Vous avez aussi montré que le plus important de ces 7 principes est l'autodiscipline. Maintenant, continuez et décrivez les 5 autres principes que vous n'avez pas encore mentionnés et indiquez quel rôle ils jouent pour apporter à chacun l'autodiscipline. Premièrement, laissez-moi résumer cette partie de ma confession que nous avons déjà couverte. Je vous ai dit franchement que mes 2 outils les plus efficaces pour maîtriser les êtres humains sont l'habitude dérivée et la loi du rythme hypnotique. Je vous ai montré que la dérive n'est pas une loi naturelle, mais une habitude créée par l'homme qui aboutit à sa soumission à la loi du rythme hypnotique. Les 7 principes sont les moyens par lesquels l'homme peut briser l'emprise du rythme hypnotique et reprendre possession de son propre esprit. Vous voyez de ce fait que les 7 principes sont les 7 étapes qui mènent les victimes du rythme hypnotique à s'évader de ces prisons individuelles qui sont bâties eux-mêmes. Ces 7 principes sont-ils les clés maîtresses qui déverrouillent les portes de l'autodétermination, autant spirituelle, mentale qu'économique? Est-ce vrai? Oui, c'est un autre moyen d'exprimer cette vérité. La science a probablement rattrapé Hill, voire même dépassé ses intuitions sur les processus physiques et la façon dont ils sont reliés à la santé émotionnelle et mentale. Encore une fois, il n'a pas eu peur de prendre des risques sur ce sujet, comme d'ailleurs à beaucoup d'autres occasions dans le livre.